Fidèle compagne de la Terre depuis 4,5 milliards d'années, la Lune suscite de nouveau l'intérêt des chercheurs. Voilà presque 50 ans, l'homme enfoulait le sol pour la dernière fois, sans pousser plus loin ses investigations. Plus de la moitié des habitants de la planète n'étaient pas encore nés lorsque l'homme est allé pour la dernière fois sur la Lune. Et il ne s'est rien passé d'autre depuis. Tout ce qu'on a fait à l'époque, c'est marcher dessus et planter un drapeau. Mais on n'y a pas vécu. On ne l'a jamais vraiment exploré. Avec le budget adéquat, on y arriverait en 10 ans. Pour mettre sur pied le programme Apollo, il n'avait fallu que 8 ans et 2 mois. Comment produire de la nourriture dans l'espace? Comment fabriquer de l'énergie et des outils? Partout dans le monde, des scientifiques préparent le prochain voyage de l'homme sur la Lune. Avec cette fois, l'objectif d'y faire un séjour prolongé. Il faut que nous nous servions de notre expérience sur la Lune pour savoir comment faire pour vivre sur une autre planète. Nous avons des idées plein la tête. Il n'y a plus qu'à les concrétiser. Ce serait extraordinaire de revoir des hommes sur la Lune. Et pour atteindre ce nouveau Graal, la science déborde d'imagination. En ce mercredi de juillet 1969, le monde retient son souffle. Pour l'humanité entière, l'événement est historique. La fusée de la mission Apollo 11 vient de décoller. À son bord, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Ils se dirigent vers une destination jusque-là inaccessible, la Lune. Après 5 jours de voyage, au petit matin du 21 juillet, Neil Armstrong prononce une phrase qui entrera dans l'histoire. Armstrong et Aldrin arpentent la surface lunaire 2h30 durant. Ils prélèvent des échantillons et plantent la bannière étoilée. 600 millions de téléspectateurs suivent l'événement en direct. Presque tous ignorent que le succès de l'opération n'a tenu qu'à un fil. Au centre de contrôle de la NASA de Houston, Charles Duke est en liaison directe avec Neil Armstrong. Chaque instant est resté gravé dans sa mémoire. Il ne restait au module lunaire que 60 secondes de carburant pour allunir. Quand j'ai annoncé qu'il n'y avait plus que 30 secondes, la tension était à son comble. On entendait les mouches voler dans la salle de contrôle. On retenait tous notre souffle. Et 13 secondes plus tard, ils ont réussi. Mais on était à 2 doigts d'échouer, c'était vraiment juste. Cette première mission sur la Lune est un succès. 3 ans plus tard, Charles Duke entre lui aussi dans l'histoire de la navigation spatiale. John Young et moi avons participé à la 5e mission sur la Lune, qui s'est déroulée en avril 1972. J'ai été le 10e homme à fouler la surface lunaire. Quand on a alluni, j'ai explosé de joie. J'étais engoncé dans mon scaphandre, mais je criais dans mon casque « Houston, on y est! C'est fantastique !» Une fois au sol, Charles Duke et John Young procèdent à une série de mesures permettant par exemple l'étude de la radioactivité et des flux thermiques. C'était incroyable. C'était l'un des plus beaux déserts qu'il m'avait été donné de voir. Tout était dans les tons gris. Le relief était très accidenté, très vallonné.
Il y avait des cratères et de la roche un peu partout. Il y avait tout ce paysage à explorer. J'étais très excité, tellement heureux d'être là. C'était merveilleux. Je n'arrêtais pas de me dire, bon sang, je suis sur la Lune. Home again, jiggity jig. Tony, how about an extension, you guys? We feeling good? On ne voulait pas rentrer. On a supplié de pouvoir rester 2 heures de plus, mais à Houston, ils n'ont pas été d'accord. Ils nous ont fait revenir. Oh, spectacular. Just spectacular. Après 3 jours sur la Lune, les 2 hommes doivent repartir. Le module lunaire redécolle le 24 avril 1972. 6 mois plus tard, aura lieu l'ultime mission du programme Apollo. Je suis très déçu que depuis, plus personne ne soit retourné sur la Lune. Je pensais que la NASA se serait empressée de mettre d'autres missions sur pied. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est construire une station lunaire semblable à la station scientifique que nous avons en Antarctique. Si on a réussi à construire une station là-bas malgré la rudesse du climat, alors pourquoi pas sur la Lune ? L'Antarctique, au pôle sud. Ce continent du bout du monde est le plus froid de la planète. La température y est déjà descendue à moins 90 degrés. Recouvert à plus de 98% par des glaces permanentes, le continent recèle 3/4 des réserves en eau douce de la Terre. En période hivernale, sa surface équivaut à 2 fois celle de l'Europe. Peu d'espèces animales sont capables d'y vivre. Quelques variétés de manchots, comme le manchot empereur, ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Certains phoques également. Les conditions de vie extrêmes de l'Antarctique sont celles qui se rapprochent le plus de celles de la Lune. Et c'est précisément ce qui attire ici une équipe de scientifiques de l'agence spatiale allemande venue de Brême. Les 4 chercheurs séjourneront 2 mois dans la station de recherche Neumayer 3. Depuis 2009, la station accueille des scientifiques de diverses disciplines telles que la météorologie, la géologie et la chimie atmosphérique. Spécialement adaptée à son environnement, la station est construite sur piliers, ce qui empêche la neige de s'accumuler sur le bâtiment. L'ingénieur Paul Zabel sera le seul de son équipe à y passer l'hiver. Dans le cadre du projet Eden ISS, il aura pour mission de faire pousser des légumes dans une serre. L'idée derrière ce projet, c'est de tester ici en Antarctique toutes les techniques et méthodes qui nous permettront un jour de faire fonctionner une serre dans l'espace. Nous cultivons entre 15 et 20 variétés de plantes. Et en prime, nous avons aussi une variété de petites fraises. Nous espérons que nous pourrons obtenir des bourgeons et en récolter d'ici quelques mois. En attendant la livraison de la serre mobile par bateau, l'équipe surveille de près la croissance des petites fraises. À l'intérieur de la station, Daniel Schubert et Konrad Seidler tentent de recréer les conditions idéales à leur développement. Les fraises sont très difficiles à cultiver. C'est pour ça que nous avons bricolé cette petite serre provisoire. Ce n'est pas idéal, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux si on ne veut pas qu'elle dépérisse. La serre mobile ne sera livrée que dans quelques jours. L'expérience pourra alors véritablement commencer. Sa transposition sur la Lune reste pour l'heure hypothétique,
et ne pourra se faire sans une étroite collaboration internationale. L'un des épicentres de la recherche spatiale européenne se trouve à Noordwijk aux Pays-Bas. Au Centre européen de technologie spatiale, Marcus Landgraaf travaille sur la future stratégie d'exploration de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'une de nos principales missions est de coordonner les différentes stratégies d'exploration au niveau international. Ce qui veut dire que nous devons nous concerter avec les autres agences spatiales afin de définir nos objectifs communs. En ce qui concerne l'exploration lunaire, nous fixons une feuille de route et chacun travaille sur un élément du projet. Partout sur le globe, les grandes agences spatiales poursuivent un objectif commun, retourner sur la Lune. Mais il faut pour cela concevoir de nouveaux véhicules spatiaux. L'une des réalisations très concrètes issues de la collaboration entre l'ESA et la NASA, c'est le prochain vaisseau spatial Orion. La NASA construira la capsule, la partie du vaisseau où les astronautes sont assis, et côté européen, nous construirons ce qu'on appelle le module de service. C'est véritablement le moteur de la fusée. Ensuite, il ne restera plus qu'à assembler les deux. Incroyable, non ? Outre-Atlantique, la NASA doit elle aussi définir sa future stratégie d'exploration lunaire. Au Johnson Space Center à Houston, Ryan Whiteley participe à sa mise en œuvre. Concernant le vol spatial habité, nous avons deux gros projets en cours. La construction du véhicule d'équipage Orion et un lanceur spatial lourd, le SLS. Il s'agira du plus gros lanceur jamais construit. Et Orion sera le véhicule habité le plus performant depuis les missions Apollo. Nous serons capables d'aller beaucoup plus loin dans l'espace. Nous pourrons aller sur la Lune et y construire des infrastructures. Mais pour que l'homme puisse y faire des séjours prolongés, les chercheurs devront tenir compte des spécificités du milieu lunaire, très différents de celui de la Terre. « 71% de la surface de la Terre sont recouverts d'eau. Elle est enveloppée d'une couche protectrice constituée d'air et de gaz, l'atmosphère. Celle-ci joue le rôle de bouclier contre les chutes de météorites et divers types de radiations. Elle permet également le maintien de températures constantes à la surface du globe. Il en va autrement sur la Lune, située à 400 000 km de la Terre. L'eau contenue dans la poussière lunaire ne pourrait être obtenue que par évaporation et condensation, et aucune atmosphère ne la protège des autres corps célestes. L'absence d'enveloppe protectrice l'expose également au rayonnement cosmique. De plus, l'homme ne pourrait résister aux extrêmes fluctuations de température qu'avec un équipement adapté. Cologne, en Allemagne. Au Centre d'entraînement européen des astronautes, des étudiants de l'Agence spatiale européenne expérimentent de nouvelles technologies. Aidan Cowley pilote le projet Spaceship EAC. C'est ici, à l'extérieur du bâtiment, que sortira de terre la pièce maîtresse du projet, une station lunaire expérimentale. À cet emplacement, nous construirons dans les prochains mois un dôme de 34 mètres de long avec 700 tonnes de régolithe artificielle. Il s'agit d'un matériau qui imite les propriétés de la poussière lunaire. La toute première station lunaire pourrait voir le jour dans un avenir peut-être pas si lointain. Voici les premiers modèles d'habitat imaginés par les scientifiques de l'ESA. L'intérieur du dôme comprendrait un sas et un espace technique. La pièce principale disposerait de sources de lumière naturelle et comme dans la Station spatiale internationale, l'oxygène serait fabriqué par électrolyse. Une autre bonne raison de retourner sur la Lune, ce serait de pouvoir étudier le rayonnement spatial. Quand on gravite dans l'orbite basse de la Terre, on est partiellement protégé des rayons. Mais si on va au-delà, on n'est plus du tout protégé. L'homme est exposé au rayonnement spatial qui a différents effets sur lui. Une solide couche externe permettrait de protéger la station lunaire du rayonnement. Là, c'est l'enveloppe protectrice que nous voulons construire.
L'idée, ce serait d'utiliser les matériaux déjà existants sur la Lune. On ferait durcir de la poussière lunaire par micro-ondes et ensuite une imprimante 3D la disposerait en couches tout autour de l'habitat. Il serait ainsi protégé des météorites et des radiations. L'étudiante française Oriane Garcia utilise la chaleur produite par micro-ondes pour agglomérer la poussière lunaire selon un procédé appelé frittage. Mais pour l'instant, elle n'obtient que des boules. Sur la Lune, la construction de la structure externe serait assurée par des robots qui se chargeraient simultanément de l'acheminement et du frittage du régolithe. L'opération prendrait environ 3 mois. Lors des missions Apollo, les astronautes ne disposaient d'aucune protection de ce type. Comme on n'est resté que 3 jours, on n'a pas été trop exposés. Nous n'avions pas de combinaison spéciale, mais elle nous protégeait suffisamment. Ça a pris environ 40 ans aux chercheurs pour déterminer la composition des roches lunaires qui ont été rapportées des missions Apollo. Il a fallu développer des instruments de mesure suffisamment sensibles pour comprendre de quoi étaient composés les quelques 400 kilos de roches qui ont été rapportés de la Lune. As you come around there, there's a rock in the near field on this rim that has some white on the top of it. We'd like you to pick it up as a grab sample. This one right here? That's it. This one right here? That's it. You got it right there. Des 382 kilos de roches collectées, les astronautes n'ont pas eu le droit d'en conserver un seul fragment. Le régolithe était bien trop précieux. Ils nous ont donné des reproductions. Celle-ci est appelée Apollo 16. On avait collecté un grand nombre de ces pierres dans notre zone d'atterrissage. À quelques pas de l'ESA se trouve l'Institut de recherche en énergie solaire de l'Agence spatiale allemande. Ici aussi, les chercheurs travaillent à la conception d'une structure protectrice en régolithe. Pour leurs travaux, Matthias Sperl et son équipe tentent de recréer un milieu le plus proche possible du milieu lunaire. Il y a 2 choses qu'on trouve en abondance sur la Lune: le régolithe et les rayons du soleil. Et l'idée, ce serait de fabriquer une couche de régolithe de plusieurs mètres d'épaisseur qui permettrait de faire barrage aux rayons solaires et autres rayons cosmiques. C'est l'une des pistes que nous expérimentons en ce moment. Pour cette expérimentation appelée Régolite, les chercheurs n'utilisent pas de véritables régolithes, mais un simulant qui présente des propriétés très proches. Celui-ci sera pulvérisé en couches successives par impression 3D afin de former une brique. Ce que nous cherchons à démontrer, c'est qu'il est possible de fabriquer un objet en 3D dans un environnement sous vide. Et c'est ce procédé que nous expérimentons. La surface lunaire est directement exposée au vide. Pour reproduire ces conditions, Miranda Fatteri et Alexandre Meurice réalisent l'expérience dans une chambre sous vide. Notre objectif est d'analyser les propriétés mécaniques d'un matériau lorsqu'on l'agglomère sous vide. Obtient-on un matériau plus résistant qui permet de construire une structure plus solide ou au contraire un matériau plus fragile? Les lampes xénon, qui permettent de simuler le rayonnement solaire, produisent une chaleur constante d'environ 1100 degrés. Les rayons lumineux convergent en un faisceau unique placé au-dessus du régolithe, lequel se compose de 3 couches mobiles. Dans cet environnement lunaire ainsi recréé, il faudra environ 5 heures pour que se forme une brique en 3D. Nous voulons d'abord voir si nous pouvons obtenir quelque chose dans la chambre sous vide et par la suite nous procéderons aux analyses chimiques. Mais le problème, c'est que la chambre est très petite et surchauffe rapidement. Avec une chambre plus grande, on aurait un système de refroidissement plus performant et on pourrait fabriquer des briques plus grandes. Les scientifiques doivent encore régler certains paramètres afin d'obtenir une brique identique à celle fabriquée en milieu ambiant. Le dernier stade de l'expérience consistera à remplacer la lumière artificielle par un four solaire. Celui-ci se compose de 159 miroirs hexagonaux qui captent les rayons lumineux. Sur la Lune où le rayonnement solaire est permanent,
Un tel système permettrait de produire la chaleur requise. Nous devons exploiter toutes les ressources disponibles sur place. Par exemple, en utilisant l'impression 3D pour fabriquer des structures d'habitation à partir des matériaux déjà existants sur la surface lunaire. Retour en Antarctique. Dans cette région du monde où la météo est aussi changeante qu'imprévisible, les vents peuvent atteindre la puissance d'un ouragan et dépasser les 110 km/h. Avec ces conditions météorologiques extrêmes, l'Antarctique offre aux chercheurs un terrain d'expérimentation idéal. L'Antarctique est le continent le plus isolé et difficile d'accès de la planète. Ceux qui y habitent dépendent pour vivre de la technologie, comme ce serait le cas lors d'une mission spatiale. Et c'est l'endroit où nous pouvons le mieux tester la fonctionnalité de la serre. Tout est fin prêt pour accueillir la serre où les chercheurs tenteront de faire pousser des légumes et même quelques fraises. Celle-ci sera déposée sur une plateforme installée à 400 mètres de la station de recherche Neumayer 3. Le container devrait déjà être arrivé depuis plusieurs jours, mais le cargo contenant le chargement est ralenti par l'épaisse banquise. En attendant, les 4 chercheurs se réunissent chaque jour pour mettre à profit le temps restant. Konrad Seidler prépare une caméra qui sera installée sur le toit de la station. Je l'ai équipé de 2 objectifs qui permettront une vision nocturne ainsi qu'une vision en couleur. Et grâce à cette caméra, nous pourrons observer en permanence le container depuis notre salle de contrôle à Brême. Chaque mission en extérieur exige une tenue adaptée. Le mercure affiche aujourd'hui moins 10 degrés, température encore clémente pour la région. Mais le vent complique les choses. Il y a assez de câbles. Mais ça souffle. La caméra d'observation qui filmera le container 24 heures sur 24 est solidement fixée afin de résister aux intempéries. Je pense que c'est bon. De son côté, le chercheur canadien Matt Bamsey transmet un relevé quotidien des données au quartier général de l'Agence spatiale allemande à Brême. Bien que la station dispose d'un cuisinier à l'année, la préparation des repas est ici l'affaire de tous. Paul Zabel, qui s'apprête à rester ici tout l'hiver, sera régulièrement amené à s'impliquer en cuisine. Au menu du jour, les toutes dernières salades en stock. Il faudra ensuite composer avec le potager de la serre mobile. Mais pour l'instant, toujours pas de container en vue. En attendant le cargo, les chercheurs tentent de maintenir en vie les fragiles semis. Ça fait 3 semaines qu'ils sont entreposés provisoirement ici. Mais maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Le cargo est attendu de toute urgence, mais le mauvais temps ralentit sa progression. À 14 000 km de là, au centre d'entraînement européen des astronautes de Cologne, des étudiants conduisent des expérimentations dans le cadre du projet Spaceship EAC. L'étudiant belge Sander Koene expérimente un casque de réalité virtuelle qui permet de se familiariser avec l'environnement lunaire. Avec ce type de simulation, on peut s'entraîner comme si on était déjà sur la station lunaire. On peut s'exercer à manipuler les différents équipements grâce à des commandes numériques, sans être devant une vraie table de commande. Le projet n'en est encore qu'au stade expérimental, mais une telle application pourrait s'avérer utile pour la préparation des futures missions sur la Lune. Quelques salles plus loin,
Michael Rigidor procède à d'autres expériences relevant de son domaine de spécialité, l'impression 3D. Cette imprimante 3D fonctionne avec des polymères. Le plastique, qui est placé à l'arrière de la machine, est chauffé et fondu. Et une fois qu'il est fondu, il est déposé sur une surface au contact de laquelle il refroidit et durcit. Et progressivement, ligne après ligne, couche après couche, l'objet en 3D se forme. Mais l'essentiel pour Michael, c'est que les matériaux utilisés pour l'impression puissent être réutilisés. Nous essayons de déterminer si ces matériaux seront également utilisables sur la Lune et s'ils pourront être réutilisés. Si on casse une pièce, qu'on la refait chauffer et qu'on la réimprime, présentera-t-elle les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine? Les bobines de polymère acheminées sur la Lune seraient de bien plus grande taille. Et une fois sur place, l'idéal serait de pouvoir les réutiliser indéfiniment. À Bordeaux, des chercheurs expérimentent d'autres procédés d'impression en 3D lors de séances d'essai en vol parabolique. Parmi les participants à ces vols, l'équipe de Jens Günster, de l'Institut d'études et de recherche sur les matériaux de Berlin. Celle-ci a développé un système permettant de fabriquer des objets en apesanteur à partir de poudre métallique. Nous testons ici un nouveau procédé qui permet d'aspirer et de fixer la poudre sans avoir besoin de la gravité. L'idée, c'est de pouvoir fabriquer des pièces à la demande. On fusionne les particules de poudre par frittage laser et on obtient une pièce prête à l'emploi. Au fur et à mesure des vols, les scientifiques ajustent les réglages afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est le 3e jour de vol. La dernière fois, nous avons changé de matériaux. Et là, nous modifions les paramètres de l'installation pour réaliser les différentes couches d'impression. À chaque essai, nous utilisons 70% de la poudre et le reste se disperse. C'est ce que nous devons encore améliorer. L'équipe scientifique berlinoise n'est pas la seule à bord. Les participants disposent chacun de 4 heures de vol réparties sur 3 jours. 31 paraboles sont réalisées lors de chaque vol. Pour effectuer une parabole, l'avion se propulse hors de la ligne de vol horizontale et se cabre à plus de 40 degrés. Une fois au sommet de sa parabole, il effectue une chute libre, créant ainsi une brève phase d'apesanteur d'environ 22 secondes. Principale difficulté pour les scientifiques berlinois, adapter leur installation aux variations de la force gravitationnelle. Voilà ce qui se passe dans le dispositif d'essai. Au début de la parabole, la poudre métallique liquide contenue dans un récipient est répartie en couches sur un plateau. Pour qu'elle ne se disperse pas durant la parabole et la phase de complète apesanteur, elle est aspirée par un gaz vers le bas afin d'être maintenue sur le plateau. La poudre fraîchement déposée est ensuite fondue au laser afin d'obtenir la forme voulue. Le laser fusionne entre elles les particules de poudre pour créer une structure compacte. L'opération est réitérée pour chaque nouvelle couche. Ce procédé permet de fabriquer un objet en 3 dimensions comme cette clé de serrage. Jens Günster et son équipe suivent la progression du processus par webcam. Au cours des 3 jours, les participants ont disposé en tout de 35 minutes de vol en apesanteur. 13 expériences ont été conduites à bord, mais toutes n'ont pas livré les résultats escomptés. Qu'en est-il pour l'équipe berlinoise ? Ça s'est très bien passé, sauf qu'au bout de 15 paraboles, on était à court de poudre. Mais sinon, ça a super bien fonctionné. Quelques instants plus tard, l'équipe découvre le résultat final en laboratoire. Et en effet, 2 petites clés ont été formées.
Une réussite pleine de promesses. Grâce à ce procédé, il sera peut-être bientôt possible de fabriquer des outils dans l'espace. L'impression 3D, c'est quelque chose de fantastique pour l'avenir. On pourra réparer des pièces défectueuses sans avoir à emporter de pièces de rechange. Ce sera très utile lors des missions spatiales de longue durée. En Antarctique, le cargo Agulhas II en provenance d'Afrique du Sud arrive enfin. Il fallait qu'il se rapproche suffisamment de la station pour qu'un déchargement soit envisageable. Après 10 jours d'attente, les scientifiques de l'agence spatiale allemande vont enfin pouvoir récupérer le container. Un moment unique pour Daniel Schubert, son équipe et quelques spectateurs de passage. Le déchargement a finalement pu se faire. On l'avait prévu à un autre endroit, mais le bateau n'arrivait pas à se frayer un passage jusque-là. C'est pour ça qu'on a décidé d'effectuer le déchargement ici, quasiment sur la banquise. Même si on préfère généralement éviter, on a quand même décidé de le faire ici. Et jusque-là, tout se passe bien. Effectuer un déchargement sur la banquise n'est pas sans risque. La couche de glace est ici bien plus fine qu'à l'intérieur du continent. Après 1h30 de manœuvre, le déchargement est enfin terminé. Le container est à présent remorqué jusqu'à la station. Il va nous falloir environ 2 heures pour rentrer. Et après ça, on aura fini pour aujourd'hui. 23 km plus loin, le convoi arrive à destination. C'est une intense journée qui se termine pour l'équipe. Bien que le soleil ne se couche jamais durant les mois d'été, ici aussi, la durée d'une journée de travail est fixée à 8 heures. Tôt le lendemain, les scientifiques s'attellent au déchargement du container qui renferme l'équipement. Il s'agit d'abord de vérifier l'état du matériel qui a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Pendant ce temps, une autre équipe s'occupe du montage de la serre mobile. Celle-ci se compose de 2 containers de plus de 6 mètres qui sont déposés sur la plateforme par une grue. Une fois l'assemblage terminé, le projet Eden ISS pourra réellement démarrer. Le nom Eden ISS se compose de 2 éléments. Le premier, Eden, est une référence biblique au jardin d'Éden, parce qu'il s'agira du tout premier jardin cultivé sur une autre planète. Le second, ISS, est le sigle désignant la Station spatiale internationale, qui est notre prochain objectif. Après avoir testé la serre mobile ici, en Antarctique, nous prévoyons d'en installer une dans l'ISS. Cette simulation donne un aperçu du fonctionnement de la serre. Celle-ci se compose d'un espace technique, d'où sont contrôlés et commandés les systèmes d'aération et de chauffage. Le second compartiment abrite les cultures. Un système d'aération fermé permet aux plantes de s'autopolliniser. Leur croissance se fait par aéroponie, une technique de culture hors sol. Au lieu de pousser en terre, matériau difficilement transportable dans l'espace, les racines des cultures sont vaporisées avec une solution nutritive. Des lampes LED placées au-dessus des plantes remplacent les rayons du soleil. Couplé à un système complexe d'irrigation et de purification de l'air, le dispositif fonctionne de façon autonome et durable. Les plantes ne servent pas qu'à nous nourrir. Elles ont d'autres fonctions très utiles. D'une part, elles nous fournissent de l'oxygène pour respirer, et d'autre part, elles absorbent le gaz carbonique que nous rejetons. Il s'agit d'une parfaite symbiose entre l'homme et la plante. 4 jours après la livraison du container, la serre est prête à fonctionner. Après plusieurs jours de retard sur le planning prévu,
les scientifiques peuvent enfin commencer la mise en culture. La priorité est donnée aux plants de fraises. Les chercheurs manipulent les fragiles plants avec une méticulosité chirurgicale. Après avoir été immergé dans l'eau, le plant de fraise est disposé dans un pot en plastique rempli de laine de roche et installé dans le dispositif. Ici, les racines des plantes sont suspendues dans le vide et vaporisées avec une solution nutritive. Pour l'éclairage, c'est pareil. Peu importe que la plante soit éclairée par le soleil ou par une lampe LED. Si la lampe diffuse les bonnes couleurs et le bon spectre lumineux, la plante poussera tout à fait normalement, voire mieux. Ok, maintenant tu peux allumer. Les chercheurs ont bon espoir que leurs plantes parviendront à pousser. Pour les fraises, en revanche, ils sont plus réservés. Pour les missions de longue durée, comme par exemple celle sur la Lune, la fraise pourrait être ce qu'on appelle en anglais un incentive food, c'est-à-dire un élément perçu comme une récompense qui booste le moral des troupes. Et si on arrive à en faire pousser ici, en Antarctique, on est quasiment certain d'y arriver aussi sur la Lune. Mais les conditions de culture sur la Lune seraient autrement plus difficiles. La gravitation permettrait certes aux containers de tenir en place, et un seul voyage suffirait à acheminer l'équipement nécessaire. Il manquerait en revanche un élément capital dont la station polaire dispose en permanence, un système d'alimentation électrique. À l'université Heriot-Watt d'Édimbourg en Écosse, des chercheurs tentent de trouver une solution. Jürgen Schleppi est spécialisé dans le domaine de l'énergie solaire. Sur la Lune, il faut trouver un moyen de produire de l'énergie à partir des ressources existantes. Il n'y a pas de fleuve, pas de vent, pas d'atmosphère. La seule ressource disponible, c'est la lumière du Soleil. Et elle est même plus puissante que sur Terre, étant donné qu'aucune atmosphère ne fait barrage. La clé, c'est l'énergie solaire. La technologie des panneaux solaires a beaucoup évolué et j'espère qu'elle va encore progresser, parce qu'ils seront un composant indispensable des futures missions d'exploration lunaire. Jürgen Schleppi voudrait fabriquer un miroir permettant de capter la lumière du Soleil. Mais pas n'importe lequel. Un miroir en régolithe. Nous disposerons de l'équipement que nous aurons apporté, mais aussi de matériaux trouvés sur place, tels que du basalte. Et avec ce matériau, on pourrait fabriquer des briques ou des murs, en le chauffant ou en le cuisant. Mais on pourrait aussi fabriquer des choses plus complexes, comme du verre. Pour fabriquer du verre avec du régolithe artificiel, le chercheur n'a besoin que d'un simple micro-ondes. Placé sous une cloche en céramique résistante à la chaleur, le régolithe est soumis à une température de 1400 degrés. Il lui faut 30 minutes pour entrer en fusion. Le régolithe est versé à l'état liquide dans un moule. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus liquide pour mieux se couler dans la forme du moule. Et là, il faudra raboter ce qui dépasse. Une fois durcies, les pièces de régolithe sont affûtées afin d'obtenir un verre aussi lisse que possible. Une étape plus ou moins longue selon la qualité du moulage. À ce stade, il manque encore au verre brut une face réfléchissante. L'étape suivante est la plus délicate car elle doit avoir lieu dans une chambre sous vide. Si le vide ne manque pas sur la Lune, ici il faut le créer artificiellement. Les pièces brutes sont fixées sur des lames. Avant de refermer la chambre sous vide, Jürgen Schleppi y dépose un petit morceau d'aluminium. Une fois chauffé, l'aluminium s'évapore en millions de microparticules.
Le verre est spécial, mais l'aluminium que nous utilisons ici est le même que pour un miroir standard. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On ne voit presque plus au travers. On peut déjà commencer à réduire la puissance de l'appareil. Les particules d'aluminium couvrent à présent toute la paroi intérieure de la chambre. Mais ont-elles aussi recouvert les pièces en verre? Ce n'est pas mal du tout. On a obtenu un verre de bonne qualité qui devrait bien réfléchir la lumière. Car c'est là tout l'objectif, que les miroirs fabriqués à partir du régolithe puissent capter la lumière du soleil et produire de l'énergie. Pour le vérifier, Jürgen Schleppi recourt à un dispositif qu'il a lui-même mis au point. Il soumet d'abord les miroirs qu'il vient de fabriquer à un test de comparaison. Nous plaçons ici une surface de référence qui réfléchit la lumière du soleil, ou du moins celle que nous allons créer artificiellement. La lumière est réfléchie sur cette lentille qui est placée devant une cellule photovoltaïque. La lumière converge vers cette cellule qui produit un courant. Et pour mesurer la tension électrique, nous utilisons cet appareil. A priori, la surface de référence devrait produire une tension d'environ 2 volts. Éteignez, s'il vous plaît. 2,46 volts. Ok, ça fonctionne. La valeur obtenue pour le miroir standard servira de valeur de référence. C'est maintenant qu'on va voir si tout marche comme prévu. 2,23 volts. Super. C'est environ 10% de moins que la valeur de référence. Donc pour un premier essai, c'est très concluant. Objectif atteint. Il semble donc possible de fabriquer de l'énergie avec de la poussière lunaire et de la lumière. Il s'agit d'une grande avancée. C'est la preuve que le travail de ces dernières années porte ses fruits. Si nous parvenons à extraire ces ressources et à les transformer en miroirs ou toute autre installation solaire intelligente, nous aurons de bonnes chances de pouvoir faire des séjours prolongés sur la Lune. Mais le principal défi, ce sera de gérer nos besoins en électricité. Il faudra trouver un moyen d'assurer le fonctionnement continu de nos installations, notamment durant la période de nuit lunaire. Ce qui est particulier sur la Lune, c'est que quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on a 14 jours consécutifs de jour, suivis de 14 jours consécutifs de nuit. Pour mieux comprendre le cycle jour-nuit de la Lune, prenons une cellule photovoltaïque. Celle-ci est positionnée sur la face toujours visible de la Lune depuis la Terre. Ce phénomène particulier s'explique par ce qu'on appelle la rotation synchrone. La Lune a besoin de la même durée de temps, presque 28 jours, pour faire le tour de la Terre et tourner sur son propre axe. Durant les 14 premiers jours de sa rotation sur elle-même, la face visible est tournée vers le Soleil, permettant un rendement énergétique continu de la cellule photovoltaïque. Durant les 14 derniers jours correspondant à la nuit lunaire, celle-ci est plongée dans le noir, empêchant ainsi toute production d'énergie solaire. Durant cette phase, il fait sombre et froid. On ne peut pas produire d'énergie solaire. Il faut donc avoir stocké suffisamment d'énergie en amont. Il faudrait des petites batteries et des panneaux solaires avec un très bon rendement énergétique. Si on arrive à concevoir des batteries capables de stocker l'énergie suffisante pour les 2 semaines de nuit lunaire, alors on aura la solution. Durant les missions Apollo qui ne duraient que quelques jours, l'approvisionnement en énergie n'était pas un problème. Marcher avec une encombrante combinaison spatiale était en revanche bien plus compliqué. Et ce n'est qu'une fois sur place que les astronautes pouvaient la tester en conditions réelles.
Il y a 3 façons de se déplacer sur la Lune. La plupart du temps, je marchais normalement avec les jambes bien tendues. J'allais assez vite de cette façon. Mais si je devais gravir une colline, je faisais le saut du kangourou. Pour descendre, il était plus facile de sauter en mettant une jambe devant l'autre. Personnellement, je variais les techniques en fonction du rythme de marche. Il faudra vraiment de meilleures combinaisons si on veut un jour rester plus longtemps sur la Lune. À l'Institut de technologie du Massachusetts à Boston, des chercheurs développent actuellement un nouveau concept de combinaison pour les futures missions sur la Lune et sur Mars. Dava Newman dirige le projet. Une combinaison spatiale pèse actuellement 140 kg, ce qui ne pose pas de problème dans une station spatiale en apesanteur. Mais sur la Lune et sur Mars, il y a la gravité. La gravité lunaire équivaut à 1/6 de la gravité terrestre. S'il est plus facile de sauter, les risques de chute sont aussi plus importants. Il y a eu un moment où je me suis fait une belle peur en essayant de battre le record de saut en hauteur sur la Lune. Sur Terre, je pesais 160 kg avec tout mon équipement, alors que sur la Lune, je ne pesais que 25 kg. J'ai fait un grand saut et je suis tombé sur le dos. Et j'ai eu peur, parce que si mon équipement s'était cassé, c'était la mort assurée. Au centre de contrôle à Houston, ils étaient dans tous leurs états. C'en était fini des JO sur la Lune. Pour utiliser l'énergie d'un homme de la façon la plus efficace et libérer au maximum ses mouvements, il a fallu imaginer une combinaison complètement différente. Pour maintenir un homme en vie dans l'espace, il faut créer sur lui une pression. Et la seule autre façon de le faire, c'est de créer cette pression à même la peau. On appelle ça la contre-pression mécanique. Ce modèle de combinaison épouse le corps et maintient une pression sur l'organisme, ce qui empêche le relâchement des tissus et la coagulation du sang. Il se compose de 3 couches. La couche interne régule la température du corps, celle du milieu assure stabilité et mobilité, la couche externe sert de protection. En cas de déchirure, elle pourrait être facilement réparée, ce qui permettrait le maintien de la mission. Avec les combinaisons actuelles, la moindre déchirure provoquerait un échappement du gaz de pressurisation, ce qui mettrait en péril la vie de l'astronaute. La pressurisation par gaz alourdit la combinaison et réduit la mobilité. Un désavantage que n'aurait pas la combinaison du futur. Ça fait 15 ans que nous travaillons sur ce projet. Et jusqu'ici, ça semble faisable. Si cette combinaison semble techniquement réalisable, son utilisation dans le futur reste encore incertaine. Le projet Eden ISS mené à Brême aura sans doute de meilleures chances d'aboutir. Les chercheurs sont revenus d'Antarctique depuis déjà un mois. Un seul d'entre eux est resté sur place pour prendre soin des cultures. Tout se passe bien jusqu'ici? Oui, on est au calme. Il y a moins de monde dans la station et je dois dire que c'est plutôt agréable. Et sinon, tout se passe bien dans la serre. Les plantes se développent super bien. On a eu quelques petites difficultés de démarrage, mais dans l'ensemble, tout fonctionne très bien. Paul Zabel informe régulièrement le reste de l'équipe de l'évolution des cultures. Tu peux nous montrer combien tu en as? Les fraises étaient tout de même un peu trop fragiles et n'ont malheureusement pas résisté. Nous avons dû interrompre l'essai. Du coup, nous allons repartir de zéro. Comme nous n'avons plus de plan, nous allons semer de nouvelles graines. Et cette fois, nous avons bon espoir que ça marchera. Celles-ci sont à 7 degrés et celles-là à 9. Oui, c'est bien. Depuis leur retour, les chercheurs suivent chaque jour la croissance des plantes. Après plusieurs semaines de soins attentifs, l'heure est enfin à la récolte. Voilà une partie de la toute première récolte.
Ici, nous avons ces magnifiques salades qui vont nous faire plusieurs repas. Et ici, des concombres. Eux aussi sont de très belle taille. On va voir combien ils pèsent. Ensuite, je pense qu'ils atterriront dans nos assiettes dès ce soir. Durant leur longue semaine d'isolement hivernal, Paul Zabel et les 9 autres chercheurs de la station seront ainsi approvisionnés en légumes frais. Le projet Eden ISS est en ce sens déjà une réussite. Et peut-être profitera-t-il un jour aux résidents de la future station lunaire. Dans le meilleur des cas, nous pourrions envisager l'installation d'une station ou au moins d'une serre sur la Lune dans les 15 à 20 prochaines années. Ce sont en effet des prévisions optimistes, car les financements dont disposent aujourd'hui les chercheurs ne sont plus aussi confortables qu'au temps des missions Apollo. Nous ne voulons pas faire un Apollo bis. Notre objectif est d'explorer la Lune de manière durable et sur le long terme. Presque un demi-siècle s'est écoulé depuis les premières missions lunaires. Il faudra encore attendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant de revoir des hommes sur la Lune. Mais le rêve est déjà en marche. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il part d'une collaboration internationale. Et c'est en travaillant ensemble que nous réussirons à construire une base permanente sur la Lune. Cette envie que nous avons de retourner sur la Lune, elle est inscrite dans nos gènes. L'homme est porté par le besoin impérieux d'aller explorer d'autres mondes. Quand marchera-t-on de nouveau sur la Lune? En attendant, la Lune n'a pas fini de faire tourner les têtes.